Coucou les jardiniers. Hello les jardinières. Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica. Avec ses nouvelles séries de podcasts. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de jardinage proposé par la rédaction du magazine Rustica. La rubrique Comment aménager son jardin propose des idées et des conseils pour organiser, agencer et embellir son jardin. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Laurélie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux clôtures. Mais est-ce vraiment nécessaire de clore son jardin ? Alors, clore un jardin est l'une des toutes premières préoccupations lorsqu'on acquiert une propriété. En France, nous sommes dans la culture du chacun chez soi. Alors, on signale, matérialise, on sécurise les limites de sa propriété. Ailleurs, dans d'autres pays, comme l'Allemagne, la Suisse ou même les USA, c'est un petit peu différent car les jardins s'enchaînent les uns à la suite des autres. Il y a peu ou pas de clôture, ce qui procure un sentiment d'espace et de liberté. À propos de liberté, est-on libre de clore comme on veut son jardin, de construire un mur ou de poser une clôture ? Alors avant toute installation, il faut réfléchir sur le bien fondé d'un tel ouvrage, ses dimensions, son emplacement et la manière de le réaliser. Sur un plan purement juridique, s'il est parfaitement possible de clore une propriété, il faut toutefois se renseigner auprès de la mairie ou de la copropriété sur la faisabilité d'un tel projet. Les règlements précisent les matériaux autorisés, mais aussi les hauteurs et emprises à respecter. Alors en limite du domaine public, le long d'une rue ou d'un trottoir par exemple, une demande d'autorisation de travaux peut être exigée pour édifier un mur ou même poser une simple clôture grillagée. Enfin, il est vivement conseillé d'informer ses voisins de ces projets, ne serait-ce que par courtoisie et peut-être aussi pour en partager le coût dans le cas d'une clôture mitoyenne. Alors, démarrons par le minéral. Un mur, quel que soit le matériau utilisé, est une clôture qui dure. Alors effectivement, un mur en brique ou en pierre naturelle est un ouvrage solide, durable et demandant peu d'entretien. En revanche, sa réalisation est un peu plus contraignante car elle implique, comme nous l'avons vu précédemment, d'obtenir une autorisation administrative de travaux lorsque l'ouvrage est implanté en limite de propriété ou en bordure de rue. Mais surtout, édifier un mur d'enceinte impose un ancrage solide dans le sol sous la forme d'une fondation. Autant dire que si l'on n'est pas bricoleur, mieux vaut s'adresser à une entreprise de maçonnerie pour sa réalisation. Et ensuite, on procède comment ? Tenez par exemple, en prenant des briques en terre cuite ou des parpaings ? Dans le cas d'un mur en briques ou en parpaing, il faut démarrer sur une fondation bien d'aplomb sur laquelle on pose des rangs successifs de briques jusqu'à la hauteur souhaitée. Sur une grande longueur, il est conseillé de réaliser des poteaux intermédiaires associant le fer à béton et du béton pour rigidifier l'édifice, puis on recouvre le dernier rang de parpaing par un couronnement en béton doté d'un dévers ou d'une tuile pour évacuer l'eau sur les côtés. Pour la brique, et si les joints sont lisses et nets, on peut conserver le parement tel quel. En revanche, un mur en parpaing gagne à être crépi ou enduit, c'est quand même beaucoup plus joli. Et dans le cas d'un mur en pierre naturelle ? Alors dans ce cas, la première étape consiste à se procurer des pierres taillées ou non, que l'on nomme moellons, dont l'achat est assez coûteux, raison pour laquelle la récupération de blocs sur un chantier de démolition, par exemple, s'avère beaucoup plus économique. Concernant la construction, le point de départ est toujours le même, la réalisation d'une fondation bien ancrée dans le sol. Ensuite, il y a deux manières de procéder. La première consiste à utiliser des blocs de pierre non taillés, de forme et de dimension très irrégulières, qui sont empilés sommairement et scellés à l'aide de mortier. Mais le mortier n'apparaît pas en façade, les joints sont dits secs, cela veut dire qu'il existe des espaces creux entre chaque bloc, des espaces qui sont laissés tels quels. Et la seconde ? Alors la seconde utilise des moellons taillés, composant des blocs de forme géométrique, beaucoup plus faciles à empiler et à caler. Le parement présente alors un aspect plus régulier, plus soigné et donc moins rustique qu'un ouvrage en pierre sèche, mais très élégant. Alors dans les deux cas, Laurélie, il faut doter le mur d'un couronnement, une sorte de chapeau composé de grandes dalles débordant sur les côtés et bien jointoyées, afin d'empêcher les infiltrations d'eau au cœur de l'ouvrage. Face à l'ampleur des travaux, je vous sens un peu perplexe, Laurélie. Allez, je vous rassure, comme je vous le disais, si vous n'avez pas l'âme bricoleuse, il est préférable de confier la construction d'un mur à un artisan. Oui, personnellement, je confierais la tâche à un maçon. Mais il doit y avoir un moyen de réaliser une clôture plus simple, comme un grillage par exemple ? Oui, vous avez entièrement raison. Il y a simple, beaucoup plus simple, quoique dans la gamme des clôtures grillagées, il existe plusieurs niveaux de difficulté. Procédons par ordre, si vous voulez bien, du grillage le plus simple au plus élaboré. Alors tout d'abord, le grillage noué, dit aussi grillage à mouton, est certainement le mode de clôture le plus facile à mettre en œuvre. Le grillage se vend en rouleau et se compose d'une succession de mailles rectangulaires réalisées à partir de fils de fer galvanisés. Il se déroule et se fixe sur des piquets en bois fichés dans le sol tous les 2 à 3 mètres. C'est idéal pour créer une clôture d'allure champêtre et rustique. Parfait. Et si je préfère une clôture plus élégante ? Alors là, Laurélie, il faut opter pour un grillage simple torsion. Vous le connaissez très certainement, c'est le grillage le plus utilisé dans les jardins. Il est reconnaissable à ses mailles en losange, mais aussi à une version à mailles carrées, dite grillage soudé.
Les deux sont en acier galvanisé ou plastifié et vendus en rouleau, mais attention, ils nécessitent un travail de préparation plus long et soigné. En effet, les piquets en acier sont scellés dans le sol, tous les 2 mètres, et installés parfaitement de niveau. Le grillage est ensuite déroulé, puis fixé sur des fils de fer mis en tension par des tendeurs. C'est une clôture efficace et, comme vous le dites, l'Aurélie, beaucoup plus élégante. Enfin, terminons par une clôture plus complexe à réaliser, mais pas forcément plus chère. Les panneaux de clôture constitués d'un treillis soudé en acier plastifié et renforcé de 180 à 250 cm de côté. Fixés les uns à la suite des autres sur des poteaux métalliques solidement scellés dans le sol, ils sont d'un excellent rapport qualité-prix et se posent rapidement par un professionnel de préférence, car pour un particulier, l'installation nécessite un peu d'expérience et une main-d'œuvre qualifiée. Bien, parpaing, briques, grillage, c'est vu. Et le bois dans tout cela ? Alors pendant des décennies, l'indémodable barrière en pin à lame plate portée par 2 lisses horizontales a constitué la clôture en bois. Les modèles sont nombreux avec un baraudage vertical en latte carrée, ronde ou demi-ronde dont l'une des apparences, celle en croisillon, parle à tous et évoque fortement le style montagnard. Ces modèles de barrière en latte de bois sont toujours très appréciés pour clore un jardin, car ils sont peu coûteux et se posent facilement. Il suffit de sceller des piquets en bois dans un socle en béton ou plus simplement dans la terre et de visser les barrières. On peut aussi les installer sur un muret en parpaing enduit ou en pierre naturelle. Parmi les grands classiques, l'Aurélie, il y a aussi les fameux claustras en pin. Vous savez, ce sont ces palissades en latte de pin tressé, croisées ou superposées, fixées dans un cadre en bois d'environ 180 cm en tous sens. Ces panneaux se vissent sur des poteaux en bois de section carrée, scellés dans un socle en béton. Ils sont faciles à poser, peu coûteux et très efficaces pour clore un jardin ou pour créer un parvis le long d'une terrasse ou sur un balcon. Merci beaucoup Pierre. Alors très bien, de la barrière au claustras en bois, tout cela vu et revu. Dans l'univers du bois, y a-t-il une matière ou un modèle plus original, plus tendance ? Alors oui, la grande tendance du moment est indiscutablement la ganivelle. Ce type de clôture est réalisé à partir de lattes en châtaignier écorcé, fendues et pointées, assemblées avec du fil de fer galvanisé. Alors à l'origine, la ganivelle est utilisée en montagne pour stabiliser les congères ou sur le littoral pour limiter l'érosion des dunes. Les paysagistes s'en sont emparés et les utilisent désormais dans toutes les circonstances. Elles conviennent aussi bien à la campagne, dans des jardins champêtres et naturels, qu'en ville, dans des parcs ou des jardins publics. Alors côté pose, il suffit de planter des piquets en bois dans le sol et de les relier par des fils de fer sur lesquels est fixée la ganivelle. C'est simple à faire, rapide à poser et d'un point de vue esthétique, personnellement, j'aime beaucoup l'effet champêtre et naturel. À propos de clôture d'esprit naturel, j'ai vu dans un jardin de très jolis éléments en branches tressées. Ah oui, alors ça, ce sont les plessis de saule-osier. Le principe consiste à tresser des rameaux de saule de part et d'autre de piquets en bois ou en acier. En fait, ce procédé est ancestral et il s'inspire des fascines destinées à stabiliser les berges le long des cours d'eau. Cette technique utilise plusieurs espèces de saules, comme le saule des vanniers, dont les branches, lorsqu'elles sont fraîchement coupées, sont souples et se façonnent aisément. On peut aussi utiliser des branches de châtaignier ou de noisetier. Alors tous ces rameaux sont tressés le long de tuteurs sur une hauteur de 60 à 100 cm maximum. Ensuite, ils sèchent et composent, plutôt que de véritables clôtures, des bordures hautes qui servent à délimiter un espace ou un massif dans un jardin. J'en ai même vu qui produisaient des feuilles et formaient un écran de verdure. Alors oui, ça c'est le principe d'une clôture en saule-osier vivant, réalisée selon le même procédé que le plessis, dont nous venons de parler. À une différence près, les rameaux de saule sont plantés dans le sol où ils s'enracinent et se parent de feuilles pendant la belle saison. Année après année, ils se couvrent de feuilles. Ce procédé, appelé aussi plessis d'osier vivant, impose une taille annuelle pour contenir la végétation, un petit peu comme une haie. Ah tiens, la haie, c'est également une clôture, mais végétale cette fois. Oui, c'est vrai l'Aurélie, mais le sujet est vaste, passer en revue les essences utilisées et les modes de plantation. Ça fera l'objet d'un autre podcast. J'allais vous le suggérer, à très bientôt donc. Merci Pierre pour ce tour d'horizon complet des matériaux et procédés de réalisation de clôture. À très vite pour découvrir d'autres idées, conseils et infos à écouter sur les podcasts Aménager son jardin de Rustica.